Retrouvez l'intégralité des épisodes de cette série, ainsi que des dizaines d'autres œuvres inédites sur Tellington, notre plateforme dédiée à la fiction sonore, originale et autoproduite. Tellington est disponible sur Android, iOS et par navigateur. N'hésitez pas à vous abonner à la plateforme pour soutenir notre travail. Le lien est dans la description. Tellington, des histoires qui s'écoutent. La forêt sans fin. Chapitre 1. Mais où est passé Will? C'était un matin d'été. Victor faisait les 100 pas dans le salon. Il était impatient. Aujourd'hui, c'était son anniversaire et le jeune lycéen avait décidé de fêter l'événement avec ses 3 meilleurs amis. Comme la météo était idéale, ils avaient tous 3 décidé d'aller camper. Lors d'une de ses promenades matinales, en compagnie de son chien Pavlov, Victor avait repéré un petit coin sympa. Il s'agissait d'une forêt située à 2 ou 3 kilomètres de sa maison. Une petite forêt, tout ce qu'il y avait de plus banal. Elle était devancée par un grand champ de maïs. Au cœur de la petite forêt se trouvait une clairière. L'endroit idéal pour fêter les 18 ans du jeune homme. Victor avait pensé à tout. Sac de couchage, grillade, lampe torche et, bien entendu, l'immense tente que lui avait prêtée son père, Ivan. Ce dernier, assis dans son fauteuil, regardait son fils faire d'incessants allers et retours. « Arrête de tourner en rond comme ça, Victor. Tu sais que je déteste les choses répétitives. » lança M. Koupak à son fils, avant de tourner la page de son journal. Outre son accent slave à couper au couteau, son goût prononcé pour les cigares et la bonne viande, le père de Victor se définissait lui-même comme quelqu'un qui ne supportait pas les choses qui se répètent. Il était en plus de cela particulièrement colérique. Qu'il s'agisse du tic-tac d'une horloge, du tapotis des doigts sur le clavier d'un ordinateur ou tout simplement de l'attitude de son fils qui, pressé de voir ses amis arriver, tournait en rond, il ne supportait pas. C'était quelque chose de viscéral chez lui. Quand il était petit, Victor avait eu le malheur de se mettre à taper sur des casseroles avec son grand frère Dimitri. Bien qu'il eût s'agi d'un simple jeu d'enfant, le paternel était alors entré dans une colère noire, arrachant les ustensiles de cuisine des mains des 2 enfants avant de les attraper par le col pour les forcer à aller jouer dehors. Ivan était un homme à la fois strict et juste. Tant que vous restiez dans les clous et que vous ne l'énerviez pas, il était paisible et vous pouviez vaquer à vos occupations en toute quiétude. Mais il suffisait de l'énerver, ne serait-ce qu'un tout petit peu, pour qu'il entre dans une colère noire, se mettant à hurler des injures en russe et détruisant tout sur son passage. Une vraie calamité. La seule personne qui arrivait à calmer l'armoire à glace qu'était Ivan, c'était Irina, la mère de Victor et de Dimitri. Victor tenait en grande estime son père. Sa mère et lui avaient fui le bloc de l'Est durant la guerre froide. Ils avaient 17 ans alors. Ils voulaient s'installer en France, le pays des droits de l'homme. Alors, ils l'avaient fait. Ils avaient franchi le mur au péril de leur vie. Ce que les 2 âmes venues de l'Est ne savaient pas à l'époque, c'était qu'il leur aurait fallu attendre à peine 1 an de plus dans leur minuscule appartement délabré et le mur serait tombé. Mais à l'époque, c'était une chose impensable et le rideau de fer semblait figé à jamais dans l'histoire. Immuable et lourd, comme le passé de la famille de Victor. Alors qu'il n'avait encore que 3 ans et son frère 6, la mère de Victor avait perdu la vie dans des circonstances absolument tragiques. Elle avait été assassinée. Lorsque ses parents avaient franchi le mur, ils n'avaient pas uniquement laissé derrière eux un appartement miteux. Ils avaient aussi délesté d'une partie de leur fortune une bande de personnes peu recommandables. La famille Pavotchi, une famille mafieuse très influente dans le coin de Volgograd. Ils graissaient la patte des autorités. Les Pavotchi avaient la plupart des flics dans leur poche, et certains hauts fonctionnaires touchaient un pourcentage sur les trafics de la famille. Ils avaient aussi la main mise sur le marché noir de Volgograd. Un business juteux et bien huilé qui faisait vivre bon nombre d'habitants de la petite ville soviétique. Irina et Ivan avaient trouvé une des planques secrètes de la famille Pavotchi. L'endroit n'était gardé que par un homme qui était la plupart du temps ivre mort. Les mafieux y avaient caché de l'argent, des dollars pour être précis, des dizaines de milliers de dollars américains. Ils s'en servaient pour importer des denrées venues de l'autre côté du mur. Avant de partir en cavale, Ivan et Irina, qui n'avaient à l'époque que 17 ans, s'étaient introduits discrètement dans la planque des malfrats, alors que le garde dormait. Ils étaient repartis avec 2 valises de 50 000 $, de quoi commencer leur nouvelle vie de l'autre côté du mur.
Le plan du jeune couple aurait pu être parfait. Mais ils avaient été vus par un vieil homme qui promenait son chien. Les gens du quartier, par peur de représailles, mais aussi parce que le business des Pavocci aidait un peu tout le monde, avaient parlé. Alors les noms d'Irina Nosgovia et d'Ivan Kupak ont fini sur une liste. La liste de la famille Pavocci. Et quand on est sur la liste de cette famille influente de Volgograd, on finit toujours par mourir. C'est ainsi, c'est la règle. Peu importe le jour ou l'heure, ça vient. C'est comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui attend, patiemment, que l'occasion se présente pour s'empaler dans votre cou. Le drame familial avait eu lieu en pleine rue. Irina sortait d'un restaurant en compagnie de son mari tandis que leurs 2 fils étaient chez la voisine. Une berline noire s'était alors approchée, la vitre s'était abaissée. Un homme grisonnant, qu'Irina reconnut immédiatement, fixa le couple intensément durant quelques secondes. Un sourire se dessina ensuite sur son visage. Il sortit alors une kalachnikov et pressa la détente. Ivan et sa femme se mirent à courir, mais il y eut un déluge de balles. La voiture de l'homme grisonnant redémarra en trombe, tandis qu'Irina s'écroulait dans une mare de sang, alors que son mari peinait à réaliser ce qui venait de se passer. Ivan, miraculé, une balle dans l'épaule et l'autre dans le bras, tenta de stopper l'hémorragie de son épouse. En vain. La vie était en train de quitter son corps. Le mari aimant, fou de rage et de tristesse, serra une dernière fois son épouse dans ses bras. Dans un dernier souffle, Irina, suffocante, souffla ces quelques mots à l'homme de sa vie. « Sauve les enfants !» Se doutant que son passé le rattrapait et que la police ne pourrait rien faire, Ivan, la mâchoire serrée et les yeux injectés de sang, décida de prendre la fuite avec ses 2 jeunes fils. Victor et Dimitri réclamèrent leur mère durant des semaines avant que leur père ne trouve la force de leur dire qu'elle était morte. Les 3 hommes habitaient désormais dans le petit village de Pré-aux-Chênes, un endroit paumé dans lequel, ils en étaient sûrs, la famille Pavocci ne viendrait jamais les chercher. Ivan y avait racheté une petite maison pour une bouchée de pain et il l'avait retapée grâce à des amis qui, tout comme lui, bossaient dans le bâtiment. C'est dans cette petite demeure campagnarde, entourée de champs et un peu excentrée, que Victor et Dimitri grandirent paisiblement. Dimitri était parti faire des études à l'autre bout du pays et rentrait le week-end. Victor, quant à lui, encore au lycée, était resté là, avec son père. Tous 2 coulaient une vie tranquille, même si Ivan vivait en permanence dans la crainte de voir le pire arriver. Il avait fini par développer une forme de paranoïa et dormait en permanence avec une arme. Il avait même construit une pièce cachée dans la maison, accessible directement depuis le sol du salon. Il avait aménagé une trappe qu'il avait ensuite recouverte d'un tapis. Quand ils étaient petits, il arrivait parfois que Victor et Dimitri s'en servent de cachette lors de leur partie de cache-cache. Victor avait cessé de tourner en rond. Il avait fini par se résigner à s'asseoir sur le canapé. Alors qu'il parcourait les réseaux sociaux à l'aide de son smartphone, on frappa à la porte. Le jeune homme se précipita alors vers l'entrée, pensant qu'il s'agissait de William, son meilleur ami. Mais c'était en fait Amy et John, qui venaient d'arriver en scooter. « Salut, mec !» lança ce dernier en serrant la main de son ami. « Joyeux anniversaire, Vic !» s'exclama Amy en prenant Victor dans ses bras. « Salut, vous avez fait bonne route ?» s'enquit ce dernier. « Franchement, ouais. Juste les gravillons sur la route, c'est hyper relou avec le scoot. » déclara John. « Il est pas encore là, Will ?»« Non, il devrait pas tarder. »« Vous voulez boire quelque chose, les mioches ?» lança une grosse voix depuis le salon. John sourit. Il ouvrit son sac et montra discrètement une bouteille de Jägermeister à Victor et Amy. « Non, ça ira, papa !» répondit Victor en souriant à ses 2 amis. « On va aller se poser sur la terrasse en attendant Will. »« D'accord, comme vous voulez. » Il était environ 20 heures et le soleil commençait tranquillement à descendre derrière les montagnes. Les 3 amis attendaient le 4e larron de la bande en parlant des potins du lycée. « J'ai attaqué le DM de maths avant de partir, c'est une vraie plaie ce machin !» déclara John. « Ouais, enfin, tu vas encore te taper un 18/20 de toute façon !» répondit Amy. « C'est vrai ça, t'es toujours le premier à te plaindre des difficultés des exos, mais en attendant, c'est moi qui me tape les 2/20. »« Oui, mais toi, t'as toujours été nul !» lança Amy à Victor. « C'est pas que je suis nul, c'est juste que je choisis délibérément de ne pas collaborer avec le système scolaire. Déjà qu'il me bouffe tout mon temps, je vais pas en plus lui offrir le fruit de mon travail alors que je suis pas payé. » Fais un peu gaffe quand même, Vic. Vu les notes que tu te tapes, tu vas pas avoir beaucoup de vœux exaucés sur Parcoursup, déclara John d'un ton sentencieux. Je m'en fiche, répondit Victor. Je veux pas faire des études longues. Je veux juste trouver un petit boulot et vivre tranquillement. Tout ça, c'est que du bourrage de crâne de toute façon. Au fait, on en parle de la remplaçante de la prof d'anglais ? demanda Amy. Tu parles de celle qui sait pas parler anglais ? Lança John en rigolant. Elle est vraiment à chier, je sais même pas pourquoi ils l'ont recrutée.
Ça va que c'est pas une matière agrocoef, répondit Victor. Ça doit être un genre de job étudiant, Répondit Amy tandis qu'au loin, sur le petit chemin qui faisait la jonction entre la route nationale et la maison de Victor, on pouvait voir un vélo bleu s'approcher lentement. Je savais pas que Will venait en vélo. Lança Victor. La mère de William était censée le déposer en voiture, mais au dernier moment, elle avait dû partir pour son travail. Ce dernier avait donc décidé de venir à vélo. Ceci expliquait son retard de 30 minutes. Salut les gars, désolé pour le retard. Lança ce dernier en ôtant son casque avant de venir faire un check à ses 3 amis. Les 4 potes discutèrent encore une petite dizaine de minutes avant de se décider à rassembler leurs affaires pour se diriger vers le lieu qu'avait sélectionné Victor pour le camping. L'affaire d'un petit quart d'heure à pied. Tandis que Victor et Will ouvraient la voie en compagnie de Pavlov, le chien de Victor qui avait décidé de suivre la petite bande, Amy et John, un peu plus en retrait, étaient en train de discuter. T'as pris un cadeau pour l'anniversaire de Vic, toi? Mon auguste présent, c'est en soi le plus beau des cadeaux, non? T'es con. Non, sérieux, tu lui as pris un truc ou pas? Ouais, je sais qu'il aime bien les romans de Ernest Lorne, alors je lui ai acheté le dernier. Ah ouais, pas bête, bien joué. Et toi, Amy, tu lui as pris un cadeau? Bah, je lui ai pris un bracelet. Un bracelet? Ouais? À la fois mignon et chelou. C'est tout à fait toi. Amy, amusée, fit semblant de s'énerver et claqua l'arrière de la tête de John. Pendant ce temps, William et Victor, quant à eux, parlaient de leur dernière partie de jeu en ligne. Comment t'as tout défoncé durant la game d'hier soir? S'exclama Victor. Eh ouais, j'étais chaud. Ils m'ont énervé l'équipe d'en face, alors j'aurais sorti mon meilleur combo. Mon gars, si t'étais aussi énervé dans la vraie vie que sur les jeux en ligne quand on te casse les couilles, tu serais déjà en tôle. Mais non, t'inquiète pas, moi je me contrôle. Ouais, enfin, t'as quand même réussi à one-shot 2 gars de l'équipe d'en face au bout de seulement un quart d'heure de jeu. T'es un sacré king, c'est moi qui te le dis, mon gars. En parlant de king, Vic, c'est quand que tu proposes à Amy de devenir ta reine, hein? Ah, je sais pas trop, elle a l'air hyper proche de John. Moi, je pense qu'il y a rien de sérieux avec John, ils sont juste potes. Ouais, je sais pas. Tu devrais au moins tâter le terrain, sinon tu auras des regrets. Dixit le mec qui a jamais eu de meuf. Je suis marié à mon PC, moi, monsieur. C'est normal, un processeur, c'est plus fiable qu'une meuf. T'es vraiment un taré. Non, je suis un king. Victor éclata de rire, tandis que la forêt commençait à se profiler à l'horizon. Le chef des campeurs prit la parole. Voilà, c'est par ici. Normalement, il y a un petit chemin qui coupe à travers champs jusqu'à la forêt. T'as déjà repéré l'endroit idéal pour mettre les tentes? Demanda John. Ouais, il suffit de suivre le sentier pendant genre 5 minutes et on arrive à une petite clairière, c'est super sympa. Ça va être cool, vous allez voir. Les 4 amis s'enfoncèrent dans la forêt, guidés par Pavlov, le chien de Victor qui semblait suivre sa propre trace. Alors que la nuit était en train de tomber, les camarades de classe arrivèrent dans la clairière. Ils passèrent sous 2 arbres entrecroisés et trouvèrent l'endroit idéal pour s'installer. John et moi, on va s'occuper de monter les tentes, Lança Victor. Amy et Will, vous pouvez aller chercher du bois pour le feu? Ça roule ma poule, Lança William en se mettant en route, tandis que la lune se mettait à éclairer le ciel. Je savais pas que c'était ce soir la pleine lune. Lança Amy en récupérant quelques brindilles. Ouais, c'est parce que le ciel était couvert depuis plusieurs jours. On a du bol, on a limite pas besoin de lampe torche. La vache, elle est grande cette forêt. On n'aurait pas dit depuis l'extérieur. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, attends, on va choper un max de bois là, ils vont être contents les autres là. Victor et John venaient de finir de monter la dernière tente quand ils furent rejoints par Amy et William, tous deux les bras chargés de bois pour alimenter le feu. Parfait, on va pouvoir faire le feu, s'exclama Victor en sortant de l'alcool à brûler. Je propose qu'on commence les hostilités, répondit John en sortant une bouteille d'alcool et des chips. Les 4 amis s'installèrent autour du feu. Ils commencèrent à raconter des anecdotes tout en dégustant quelques grillades entre 2 verres de Jäger. Quelqu'un veut une merguez? Demanda John un peu éméché. Je suis sûr que Will ne dira pas non, il en a déjà bouffé 5. Lança Amy en rigolant. Je ne fais qu'équilibrer les comptes, vu que madame a un appétit d'oiseau. T'es juste un ventre sur pattes, répondit Amy alors que William gobait la merguez que lui avait tendue John. Pour immortaliser le moment, William décida de faire une photographie à l'aide de son téléphone portable. Les 4 amis se regroupèrent et sourirent à l'appareil tandis qu'une série de flashs venait éclairer leur visage. Bientôt, ce fut le moment d'offrir les cadeaux d'anniversaire à Victor. Le mouvement fut initié par William. Ce dernier avait acheté à son ami un t-shirt à l'effigie d'un personnage que Victor avait l'habitude d'incarner sur leur jeu préféré. Ce fut ensuite au tour de John de lui offrir le dernier roman d'Ernest Lorne. Ah merci mec, je savais pas que t'étais au courant que j'aimais ces livres. Évidemment que je le sais, tu m'as pris pour qui? Et pour terminer, Amy lui offrit le bracelet qu'elle avait choisi pour lui. Elle avait fait graver le nom de Victor à l'intérieur.
Ce dernier, un peu gêné, rougit. Merci beaucoup les amis, franchement, fallait pas. Lança celui qui fêtait ses 18 ans en regardant Amy avec un grand sourire. La soirée suivit son cours et les 4 amis s'alcoolisèrent. Surtout Will, à vrai dire. Il était aussi grand buveur que gamer. Bientôt, il se leva, titubant. Je vais pisser un coup, je reviens. Pavlov, le chien de Victor, qui jusqu'ici rongeait un os de côte de porc, emboîta le pas de William. Tous deux s'enfoncèrent dans la forêt. Les minutes passèrent et William ne revenait pas. C'est John qui remarqua son absence. « Eh les gens, ça fait pas genre 10 minutes que Will est allé pisser ?» « Peut-être qu'il s'est perdu », déclara Victor en sortant son téléphone portable. « Je vais l'appeler. » Malheureusement, dans la forêt, Victor ne captait aucun signal. Il demanda à ses amis s'ils étaient dans la même situation. Le résultat fut identique. Victor, Amy et John s'emparèrent alors de lampes torches et se mirent à la recherche de leur ami. Victor se rappelait que son chien Pavlov avait suivi son ami et se mit à l'appeler. « Pavlov! Au pied, mon chien !» Au loin, le labrador entendit la voix de son maître. Il se mit alors à suivre son odeur. 5 minutes plus tard, le groupe d'amis entendit un grelot. C'était celui qui figurait sur le collier rouge de l'animal. Bientôt, le canidé pointa le bout de sa truffe. Mais il avait changé. Les yeux de John, Amy et Victor s'écarquillèrent. Le toutou de la famille Koupak avait rajeuni. Son physique de grand mâle en pleine force de l'âge avait cédé sa place à celui d'un jeune chiot. Amy tenta de rationaliser la situation. C'est peut-être une coïncidence. C'est sans doute un chiot qui lui ressemble beaucoup. Et qui, comme par hasard, était dans la même forêt? Non, c'est impossible. C'est bien Pavlov, reprit Victor en se baissant pour prendre son chien devenu chiot. Je reconnais son pelage et son collier. On est en train de rêver, c'est pas possible, s'exclama John en se pinçant à plusieurs reprises. Cela ne changea en rien la situation. Et si c'était une blague? Demanda Amy. Peut-être que William a acheté ou trouvé un chiot qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Pavlov. Il a juste interverti les colliers et il est en train de nous observer de loin, fier de sa blague. C'est vrai que ça pourrait être ça, c'est l'explication qui me paraît la plus logique, déclara Victor. John se mit à crier. Will, si t'es en train de nous faire une mauvaise blague, on a bien rigolé, bravo! Maintenant bouge ton cul et reviens ici, ça a assez duré mec. Soudain, du haut d'un arbre, une étrange voix se fit entendre. Vous devriez faire un peu moins de bruit, jeunes humains. Vous allez les attirer. Les 3 amis levèrent la tête. Sur la branche d'un sapin se trouvait un grand hibou. L'oiseau observait intensément. On pouvait remarquer que le volatile avait l'œil droit crevé. Découvrez la suite de cette histoire en vous rendant sur Tellington. Le lien est dans la description.